Le chiffre du jour, près de 1500 communes sans assurance ou avec des tarifs qui ont fortement augmenté. Nos maisons seront-elles assurées demain et surtout à quel prix ? C'est un truc de malade. Ce jour-là, la tempête Alex s'abat sur 3 vallées des Alpes-Maritimes. Des bâtiments publics dégradés pendant les émeutes en 2023, à Mont-Saint-Barreul, à Denain, les rues de Blandec inondées en 2024. Si la cause est différente, chaque fois, la même conséquence, des communes lâchées par leurs assureurs. Aujourd'hui, on va parler des assurances, parce que derrière chaque catastrophe, chaque inondation, chaque sécheresse, il y a un acteur qu'on oublie souvent, des compagnies d'assurance cotées en bourse. Cette année, dans le cadre de mon travail, je me suis rendu plusieurs fois devant le siège d'AXA. Le groupe était ciblé par des manifestants qui dénonçaient à la fois ses investissements dans les énergies fossiles et ses liens financiers avec des entreprises et des banques israéliennes. Mais très vite, Raytheon Finance m'a contacté pour me parler d'une toute autre réalité, beaucoup plus vaste. En France, des communes n'ont tout simplement plus d'assurance parce qu'il y a trop de catastrophes naturelles ou trop de dégradations suite à des manifestations par exemple. Et si elles souhaitent conserver leur assurance, elles doivent payer le double, voire le triple. En Europe, 75% des dommages liés aux événements climatiques extrêmes ne sont plus assurés. Le système de protection, déjà fragile, montre ses limites face à la multiplication des catastrophes. Dans un futur proche, assurer sa maison, son entreprise ou même sa commune entière pourrait devenir impossible. On en voit déjà les prémices aux États-Unis, où certaines zones ne peuvent plus être couvertes par les assurances classiques. Dans le quartier de Pacific Palisades, ravagé par le feu, des milliers de contrats ont ainsi été annulés il y a quelques mois à peine. C'est ce point de bascule que raconte ce reportage. Un effondrement discret, technique, mais qui pourrait transformer nos vies beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Alors, il est d'abord important de rappeler que l'industrie de l'assurance et de la réassurance n'est pas une industrie climato-sceptique. Il y a 50 ans, le plus grand réassureur international, Munich Re, alertait déjà sur l'impact du changement climatique sur l'aggravation des inondations. En 2015, quelques jours avant la COP21 à Paris, un des plus grands dirigeants du secteur de l'assurance, Henri de Castries, PDG d'AXA, alertait lui aussi et indiquait qu'un monde à 2 degrés Celsius de réchauffement serait encore assurable, mais un monde à 4 degrés ne le serait plus. Et pour la première fois l'année dernière, on a dépassé la barre des 1,5 degrés Celsius de réchauffement au niveau planétaire, 1,55 degrés. Et déjà, à ce seuil de réchauffement climatique, on observe des pressions jouées par le changement climatique sur le secteur de l'assurance. Des zones entières qui deviennent inassurables, des assureurs qui se retirent de certaines zones. Je pense notamment à la Californie. On a entendu récemment tout ce qui se passait autour des incendies en Californie qui ont coûté plus de 250 milliards à l'État de Californie et près de 50 milliards aux assureurs. En réalité, la plupart des assureurs avaient déjà commencé à se retirer de l'État de Californie au moins 1 an plus tôt. Si beaucoup de Californiens sont suspicieux, c'est que certaines des plus grandes sociétés d'assurance ont suspendu ou limité leur couverture en Californie au cours des 2 dernières années. En 2025, entre 1500 et 2000 communes en France se retrouvent sans assurance, à cause d'événements climatiques et sociaux. Un signal inquiétant sur notre capacité collective à faire face aux tempêtes, aux incendies et aux inondations à venir. Je suis donc allé rencontrer Éric Verlivet, maire de la commune de Roche-la-Molière, une ville qui est restée plusieurs mois sans couverture d'assurance. Avec lui, nous allons comprendre les risques de se retrouver sans assurance et surtout pourquoi sa commune s'est retrouvée dans cette situation. Quand je suis arrivé en 2014, il y avait beaucoup de sinistres, que ce soit pour les véhicules, pour les bâtiments, etc. Et donc forcément, les assureurs ont baissé les bras, ont dit ciao, vous avez trop de risques, nous c'est pas intéressant pour nous. Donc en 2018-2019, on a perdu l'assureur. On est resté 9 ou 10 mois sans assurance. Et pendant ces 9 ou 10 mois, les bâtiments, les véhicules légers, véhicules utilitaires, véhicules de service n'étaient pas assurés. Et pendant cette période, effectivement, on a serré les dents parce que c'était pas évident de se dire, si on a un véhicule qui coûte 150 000 euros et qui casse ou qui est brûlé, on fait comment ? On peut pas le financer. C'est compliqué. Nos budgets sont serrés. Donc on était dans une situation très inconfortable. Pas rassurante. Il a fallu trouver un autre assureur. On n'arrivait pas à trouver des assureurs en France. On est passé par un courtier qui est sur Strasbourg. Et ce même courtier nous a trouvé un assureur allemand. Et donc, à ce moment-là, on a trouvé un assureur allemand. Donc, c'était
début 2019. Et en juin 2019, juillet 2019, la grêle. Catastrophe. Plein de bâtiments abîmés, les toits abîmés, l'intérieur abîmé, enfin un vrai sinistre. Et donc, catastrophe pour l'assureur, puisqu'on devait payer 40 000 € de cotisation d'assurance à l'année. Et la grêle arrive, pour lui, 1,9 million. Boum. Forcément, l'assureur dit stop, on arrête, rideau, on veut plus de vous, ou alors encore une année, mais par contre, c'est plus 40 000 €, c'est 90 000 € de cotisation, et puis voilà, avec les risques que ça engendre. Et donc, ça a été très compliqué aussi à ce moment-là. Et par exemple, une école primaire sans assurance, c'est quoi exactement? C'est quoi l'impact que ça peut avoir? Imaginez, comme on a eu en 2019, un incident climatique, la grêle, ça casse le toit, tout est cassé. Un toit, c'est minimum 30 000 € pour le refaire. S'il y a eu des fuites d'eau, premier étage, deuxième étage, rez-de-chaussée, vous comptez à peu près 1 500 à 2 000 € par mètre carré pour la remise en état, parce que tout est imbibé d'eau, et l'eau, c'est catastrophique, c'est comme le feu. Il n'y a plus rien dedans, il faut tout refaire. Donc, en fait, on est dans des dizaines de centaines de milliers d'euros de réparation après. Donc, oui, c'est des situations qui sont compliquées, parce que on croise les doigts pour pas qu'il y ait un problème. Et les budgets qui sont bien gérés, les communes qui sont bien gérées, qui ont un budget, les investissements sont terminés. C'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser l'argent pour la remise en état quand il y a des problèmes, quoi. Donc, c'est compliqué après. Comment vous avez ressenti le fait de ne plus avoir d'assurance? Mais ça aurait été 6 mois en amont, on n'avait pas d'assurance. 6 mois en amont, c'est-à-dire qu'on avait pratiquement 2 millions d'euros des caisses de la commune pour de la remise en état. C'est-à-dire que plus d'investissement, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus faire les routes, l'assainissement, les réseaux, l'accompagnement des écoles, enfin voilà. Nous, 2 millions d'euros, il nous faut presque 4 ans pour pouvoir les générer par l'imposition. On n'allait pas doubler les impôts à cause de la catastrophe naturelle. Donc il fallait... Voilà, on a eu de la chance d'avoir un assureur à ce moment-là. Et les communes qui sont dans cette mauvaise fenêtre de tir, sans assurance, et qu'il y a une catastrophe qui arrive, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent le bec dans l'eau et il n'y a plus aucun projet sur la commune, c'est terminé. C'est-à-dire que c'est où on vend les bâtiments, parce qu'on ne peut plus les payer, et les financer, et les faire fonctionner. Donc c'est des choix politiques après à prendre. Donc, et gouverner, c'est prévoir, donc c'est sûr qu'il faut anticiper les choses, quoi. Roche-la-Molière, c'est reconnu comme catastrophe naturelle. Comment ça se passe? Vous appelez l'État? Enfin, comment ça se passe? Comment c'est reconnu comme catastrophe naturelle? Après, c'est une reconnaissance de la préfecture, donc de l'État, qui regarde en fonction de la météo et des résultats. Et après, c'est l'État qui déclare ou non l'état de catastrophe naturelle sur un site donné, sur une commune donnée, pour la reconnaissance, et donc que la réglementation assurantielle se mette en route. Une fois que c'est déclaré, que c'est certifié en quelque sorte, comment ça se passe et vous avez le droit à quoi? C'est quoi le... En fait, dans vos contrats d'assurance, il est expliqué et nommé, vous êtes assuré pour les catastrophes naturelles ou pas assuré pour les catastrophes naturelles. Évidemment, nous, on l'était, ce qui fait que le contrat a été valide, tout s'est mis en place. À ce moment-là, le réflexe que j'ai eu, c'est de prendre tout de suite un expert d'assuré pour défendre nos intérêts, et l'expert d'assurance qui était là pour défendre les intérêts de l'assurance. Et confrontation, échange, discussion, diagnostic sur place, travaux d'urgence pour l'étanchéité, pour éviter que ce soit encore plus grave. Donc ça, on a tout de suite fait des travaux d'urgence. Et ensuite, des travaux de reconstruction quand c'était nécessaire, en collaboration avec notre expert d'assuré qui a suivi les démarches et l'argumentaire qu'il fallait avoir pour aller au bout des travaux et qu'est-ce qui était nécessaire comme travaux, parce que sinon c'était le strict minimum qui était fait, juste de la réparation simple, alors que là on a refait un travail de fond avec une vraie reconstruction des éléments qui étaient abîmés. Dans ce cas précis, Roche-la-Molière a été reconnue en catastrophe naturelle par l'État. La commune pourra donc bénéficier du régime CatNat, donc régime catastrophe naturelle. Un dispositif d'aide essentiel, mais qui ne pourra pas tenir le rythme si ces catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquentes et intenses. Pour mieux comprendre ce futur inquiétant, nous avons rencontré Gonéry Le Causanais, ingénieur au bureau de recherche géologique et minière, et expert internationalement reconnu sur les impacts du changement climatique. Son analyse permet de mesurer l'ampleur des risques et des limites de nos systèmes de protection face à un climat qui se dérègle. Alors le système CatNat, en fait, c'est un système de réassurance des risques de catastrophes naturelles. Alors, qu'est-ce que c'est la réassurance? Vous avez des assureurs qui vous assurent, par exemple, pour les habitations. Voilà, si vous avez une inondation, des choses comme ça.
Mais en fait, au-delà de certains seuils de catastrophes naturelles, un assureur seul est à risque en fait, parce que les pertes sont tellement importantes qu'il est à risque tout simplement en fait de faire défaut. Et c'est là qu'intervient un autre acteur qui est le réassureur, qui assure les assureurs et qui assure plusieurs assureurs. Comment le réassureur se finance-t-il? Alors, en fait, c'est les assureurs qui payent en fait dans le système privé. En fait, vous avez des réassureurs privés auprès desquels les assureurs privés vont s'assurer eux-mêmes. Donc, ils vont payer en fait tous les ans un prix de leur réassurance. Mais en France, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, c'est un système public en réalité. C'est-à-dire que la Caisse centrale de réassurance, qui est un organisme public, va réassurer en fait ces risques de catastrophes naturelles. Il va les réassurer et ce sera financé via une surprime CatNat que chacun paye sur son assurance habitation, son assurance auto et son assurance professionnelle lorsqu'il s'agit d'entreprise, et qui va en fait alimenter la Caisse centrale de réassurance qui sera en mesure de rembourser lorsqu'on aura une catastrophe naturelle qui dépassera un certain seuil. Donc il ne s'agit pas de rembourser toutes les catastrophes naturelles, il s'agit seulement de rembourser celles pour lesquelles, en fait, de contribuer à aider les assureurs à jouer leur rôle, même si la catastrophe naturelle dépasse certains seuils, au-delà desquels ils seraient à risque de ne pas être en capacité de rembourser. Alors typiquement en France, pour donner des ordres de grandeur, une police d'habitation, en fait une assurance d'habitation de, on va dire, 200 € par an, c'est typiquement un prix moyen. Là-dessus, vous allez avoir 22 € qui vont être, tous les ans, qui vont être alloués à cette surprime CatNat. Et au 1er janvier 2025, en réévaluant les risques qui ont augmenté du fait de l'augmentation de l'exposition, parce qu'on s'expose davantage, on a construit dans beaucoup de zones à risque, au regard du réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique est en train de créer beaucoup de désordres, notamment sur les sécheresses, sur les inondations, etc. Et puis également au regard des réformes, parce qu'il y a certaines choses qu'on indemnise mieux, en fait, on a rehaussé, ces 22 € sont devenus 37 € par an. Donc c'est pas du tout négligeable, mais en fait, au 1er janvier 2025, il y a eu une hausse extrêmement importante de cette surprime CatNat qui permet à la Caisse centrale de réassurance de continuer à jouer son rôle de réassureur public des assureurs privés. Dans le secteur de l'assurance, il y a une barre symbolique au-delà de laquelle on considère qu'une année a été très intense sur le front des catastrophes naturelles. Une année où le secteur de l'assurance a dépensé plus de 100 milliards pour indemniser les dégâts, les dommages liés aux catastrophes naturelles était considérée par le passé comme une année exceptionnelle. Cette barre des 100 milliards de dommages assurés liés aux catastrophes naturelles a été dépassée chaque année depuis 2020. En 2020, en 2021, en 2022, en 2023 et en 2024. Cette barre des 100 milliards avait été dépassée que 3 fois en 30 ans, entre 90 et 2020. Donc on voit qu'il y a une vraie accélération de l'impact du changement climatique sur la société en général, mais également sur le secteur de l'assurance. We've known about this for decades, for over half a century. Try to have a conversation with anyone about climate change. People just tune out. Climate change. Climate change. Climate change. And the problem seems to be getting worse and worse and worse. Octobre 2015, dans les Alpes-Maritimes, une tempête fait déborder les rivières. Elle crée des torrents de boue mortels. Ces chiffres montrent clairement que les catastrophes naturelles ne sont plus des événements exceptionnels, mais deviennent une constante. Le système CatNat, essentiel pour protéger les Français et soutenir les assureurs, est mis sous pression comme jamais auparavant. Pour comprendre ce que cela signifie pour notre avenir et ce que nous pouvons faire, il faut revenir à l'origine du problème, le réchauffement climatique causé par l'homme. Donc la première chose à dire, c'est que le réchauffement climatique que l'on observe aujourd'hui, c'est un réchauffement climatique qui est dû aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Donc on sait comment l'arrêter en fait. Il faut vraiment, pour stabiliser le climat, on a besoin de faire en sorte qu'on n'émette pas davantage de CO2 que ne peuvent en absorber les forêts et puis des technologies qu'on aura pu mettre en place pour compléter. Voilà, donc on sait comment l'arrêter, mais aujourd'hui on n'en prend pas tout à fait la direction. Donc on voit que ce changement climatique est déjà de 1,3 degré au-dessus de la période pré-industrielle. Et il est en train d'augmenter de manière extrêmement rapide. On va dépasser les 1,5 degré, le premier seuil de l'accord de Paris, dans les 5 prochaines années. Qu'est-ce que ça veut dire, ce réchauffement climatique ? En premier lieu, c'est un risque pour la santé humaine, même pour la mortalité en réalité. C'est-à-dire que pendant que vous avez des canicules, à chaque fois, vous avez un certain nombre, vous avez plusieurs centaines, plusieurs milliers de morts en France sur les dernières années. Et à l'échelle de l'Europe, ce sont des chiffres encore plus impressionnants. On est autour de 50 000, 60 000 morts par an sur les dernières années, notamment dans les Balkans, en Italie et en Espagne.
Et c'est des chiffres qui avaient été anticipés dans les derniers rapports du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. On avait fait une évaluation de la littérature scientifique sur le sujet, on était autour de ça. Donc c'est vraiment un risque pour la santé en premier lieu, mais il y a également cette question des pertes économiques, où là l'assurance peut jouer un rôle. Et l'assurance, son rôle effectivement, c'est de mutualiser des pertes économiques. Qu'aujourd'hui on voit effectivement les pertes économiques qui deviennent de plus en plus importantes, et notamment en France en raison des sécheresses et du retrait gonflement des argiles. Du bord de la route, on pourrait croire que cette maison est en parfait état. Pourtant, ses murs sont gorgés de fissures. Elles sont apparues en 2015, faute au sol argileux qui fait bouger ses fondations et aux sécheresses successives. Ce que nous venons d'évoquer n'est qu'une facette du problème. Le réchauffement climatique aggrave de nombreux autres phénomènes. Inondations toujours plus violentes, grêles de plus en plus destructrices et la montée des eaux qui menace déjà des millions de personnes. Dans les décennies à venir, l'élévation du niveau de la mer pourrait transformer profondément nos côtes et nos villes. Une ville comme Rochefort pourrait devenir une île, l'île d'Oléron, un archipel, dans moins de 30 ans. Dans le nord, c'est l'intégralité des Flandres qui se retrouverait sous le niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer, en fait, c'est vraiment une conséquence du réchauffement climatique. Il y a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que l'océan se réchauffe. Il se réchauffe, donc il se dilate. Et donc, aujourd'hui, sur les 4 mm par an d'élévation du niveau de la mer qu'on observe, il y en a 1,3 qui sont liés à l'expansion thermique des océans. Le deuxième phénomène, c'est la fonte des glaciers de montagne, la fonte des calottes polaires Groenland, Antarctique, et il y a une petite contribution qui est liée aux eaux souterraines. Donc l'élévation du niveau de la mer, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rend plus probable en fait des submersions marines, tout simplement parce que lors d'une submersion marine, vous avez l'effet de l'atmosphère, l'effet du vent qui va pousser des masses d'eau, qui va faire que vous allez avoir des niveaux d'eau plus importants que la marée prédite. Si ça intervient à marée haute, vous rajoutez 20 cm d'élévation du niveau de la mer depuis le début du XXe siècle, vous avez davantage de chances de passer au-dessus de digues, au-dessus de dunes. Alors je parle de chance, en fait c'est plutôt de la malchance évidemment. Mais typiquement, cette élévation du niveau de la mer, c'est un facteur aggravant lors de tempêtes. La Caisse centrale de réassurance estime qu'en France, les submersions marines, le coût moyen, ça va être de l'ordre de 50 millions d'euros par an. Voilà. Sur Xynthia, la plus grosse tempête métropolitaine qu'on a eue récemment, c'était en 2010. Le coût des dommages assurés attribués spécifiquement aux submersions marines, c'est 750 millions d'euros. Le 28 février 2010, les habitants de Guingamp sont réveillés par une brusque montée des eaux. Eux aussi sont touchés par la dépression Xynthia. Le trio a envahi plusieurs quartiers. On mesurera jusqu'à 1,50 m d'eau dans les rues. Des habitants sont évacués par les sauveteurs. Alors comment ça va évoluer ? La Caisse centrale de réassurance estime que ça peut faire un x2 d'ici à 2100. Donc ça pourrait être 100 ou 200 millions d'euros par an en 2050. Vous voyez, 2050, pas 2100. Et puis, il y a d'autres études scientifiques qui, elles, parlent plutôt d'un x10. Donc là, on serait plutôt autour de 500 millions d'euros à 1 milliard d'euros. Donc il y a énormément d'incertitudes. Et paradoxalement, alors que les catastrophes naturelles se multiplient et que les communes entières se retrouvent sans assurance, les grandes compagnies d'assurance enregistrent des profits records. Aujourd'hui, on entend de plus en plus de la part des assureurs. On commence à entendre le fait qu'on ne pourra pas assurer tout le monde à n'importe quel prix, parce qu'ils n'auront pas les moyens de le faire et que ça leur coûtera trop cher. Quand on voit les résultats records de ces grandes compagnies d'assurance comme AXA, Allianz ou même des réassureurs, comme le numéro 1 de l'assurance Munich Re, on se rend compte en réalité que l'argent est là. Aujourd'hui, quand on regarde le résultat net de ces grands assureurs, AXA, 7,9 milliards de résultats nets, 75% du résultat net est reversé aux actionnaires, 60% sous forme de dividendes et 15% sous forme de rachat d'actions. Aujourd'hui, AXA revend certaines de ses activités, sa société de gestion AXA IM, pour plusieurs milliards d'euros, et une très grande partie des ressources financières générées par cette vente ne seront pas utilisées pour indemniser ses clients, mais bien pour faire du rachat d'actions et séduire les actionnaires de la société AXA. En 2025, il n'a jamais été aussi intéressant d'être actionnaire d'une compagnie d'assurance, alors qu'on n'a en parallèle jamais eu autant de catastrophes naturelles, on n'a jamais ressenti aussi fortement les impacts du changement climatique et les risques climatiques qui pèsent sur notre société, que ce soit en France ou à l'international. L'argent au départ est quand même utilisé pour indemniser
les assurés lorsqu'il y a des sinistres. Et effectivement, cet argent-là, il va ensuite être placé sur les marchés financiers. Ça va leur permettre de générer aussi du rendement. Et effectivement, quand on voit le résultat net d'un assureur, aujourd'hui, il est généré par 2 catégories d'activités. Les activités d'assurance. Et donc, le fait que l'assureur va enregistrer plus de primes, va collecter plus de primes qu'il ne rembourse de sinistres. Et de l'autre côté, les investissements, les activités d'investissement de l'assureur, parce que l'assureur va collecter ses primes, les placer sur les marchés, générer un rendement avec cette prime. Et donc, ces 2 activités combinées vont permettre de générer le résultat net de l'assureur, dont 75% pour AXA ou pour Allianz, pour donner 2 exemples, part aux actionnaires. Pour mieux comprendre comment fonctionnent ces assurances, ses différents modèles, le rôle des actionnaires et au final, quelle est sa véritable mission, je suis allé rencontrer Nicolas Dufresne, économiste et directeur de l'Institut Rousseau. Alors, des compagnies d'assurance, il y en a en fait de 2 types principalement. Le modèle avec actionnaires et le modèle qu'on appelle mutualiste, où en fait, c'est des sociétaires qui constituent en fait l'apport en capital et l'apport en moyens. Et donc, il y a une exigence, une pression des marchés financiers qui est plus importante pour les compagnies d'assurance capitalistes, dites de marché, que pour les compagnies mutuelles qui n'ont pas d'actionnaires, qui ont des sociétaires et qui les rémunèrent quand même, mais qui n'ont pas les mêmes exigences en matière de rendement. Pourquoi le fait d'être coté pour un assureur comme AXA joue un rôle majeur dans sa stratégie ? Alors, parce que le fait d'être coté, justement, ça vous expose à des exigences des actionnaires. Et c'est là qu'on a un problème avec un certain modèle assurantiel. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les assurances sont censées disposer d'un avantage pour le financement de l'économie, c'est qu'elles placent leur argent sur des durées très longues. Elles sont censées, puisqu'elles doivent avoir un revenu régulier, elles doivent avoir un revenu relativement sûr pour pouvoir faire face aux sinistres pour lesquels elles doivent débourser de l'argent. Le problème, c'est quand la pression des actionnaires devient très forte. Et donc une exigence à la rentabilité. Et là, on voit que finalement, le modèle assurantiel devient presque un handicap parce que, comme justement, elles sont exposées à des aléas climatiques, à des investissements longs, qu'elles ont une liquidité un peu moindre, et bien du coup, on peut avoir en contrepartie une exigence de prime de risque qui pèse sur elles et qui fait que les taux de rentabilité qu'on leur demande sont parfois très élevés. Si on prend une assurance comme AXA, on est autour de 13-15% d'exigence de rentabilité, ce qui est vraiment dans le haut du panier des exigences de rentabilité. On sait aussi que AXA, dans son plan notamment de distribution de bénéfices, vise à augmenter la rentabilité de ses actions et à avoir une part de bénéfices redistribués qui est assez élevée, qui est parfois supérieure à 50-60%. Donc on voit que c'est de l'argent que finalement l'entreprise AXA ne mobilise pas forcément pour développer des offres plus complètes ou pour améliorer la couverture assurantielle de ses abonnés, mais qu'à côté de ça, il y a vraiment cette exigence de rentabilité pour les actionnaires. Donc parfois, est-ce qu'un conflit peut se jouer entre d'un côté cette exigence de rentabilité et de l'autre côté les missions assurantielles? Bien c'est quelque chose qu'on va probablement voir de plus en plus au fur et à mesure que les assurances sont exposées aux risques climatiques. Et on sait qu'elles le sont, notamment parce que le coût moyen des sinistres a déjà triplé en l'espace de 30 ans. Vous prenez le coût moyen annuel des sinistres, il a déjà doublé, presque triplé en l'espace de 30 ans. Et on a même des années absolument exceptionnelles, par exemple l'année 2022, où alors que la sinistralité moyenne est autour de 3,5 milliards, eh bien en 2022, on a dû débourser 10 milliards d'euros, donc quelque chose de très 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 élevé. Et ça risque de devenir de plus en plus prégnant, et donc
donc, se pose la question de quelle stratégie pour les assurances pour préserver leur rentabilité, pour préserver leur modèle face à des coûts qui vont être amenés à augmenter. Maintenant, est-ce que en effet, ça joue un rôle dans le fait que les assurances se retirent d'un certain nombre de zones privées, certainement, mais ça pose un double problème. C'est-à-dire que d'une part, il y a le problème des actionnaires, et puis ensuite, il y a le problème de l'alignement du marché. C'est-à-dire que pour être rentable, vous devez faire plus ou moins un peu comme les autres. Si à un moment, vous avez des assureurs qui se retirent de tous les endroits où là, vous allez avoir un coût des sinistres très élevé et donc perdre de l'argent pour se concentrer que sur les zones où on sait que c'est rentable, moins risqué, eh bien, le problème, c'est que vous allez finir par avoir une pression sur les autres qui restent dans ces zones. Parce qu'eux-mêmes se mettent finalement un handicap supplémentaire. Et donc, c'est là qu'on risque d'avoir un problème à l'avenir, puisqu'il ne faut pas qu'on ait un désengagement de nombreux acteurs des zones rouges, notamment à forte sinistralité, au profit d'un repli de tous ces acteurs sur des zones rentables. Et c'est là peut-être qu'il faut envisager de recourir davantage à la solidarité nationale, davantage à des régimes de mutualisation des assurances, de l'offre assurantielle sur un territoire, voire même à des obligations accrues, parce que les assurances en France ne sont pas mal loties. Elles peuvent bénéficier de ce qu'on appelle un principe de réassurance publique, notamment au titre du régime CatNat, du régime catastrophe naturelle, et elles y gagnent beaucoup parce qu'elles sont assurées finalement par ce régime public centralisé qui limite leurs pertes. Et donc, en contrepartie de ça, peut-être qu'il faut creuser pour aller vers ce qu'on appelle parfois une présomption de refus d'assurance. Dire, bon, écoutez, vous bénéficiez du régime CatNat, vous bénéficiez d'une certaine forme de solidarité nationale, mais en contrepartie, vous devez quand même rester présent sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones à risque. Et si c'est pas le cas, eh bien peut-être qu'on peut faire quelque chose avec un recours pour refus d'assurer. D'une certaine manière, le bureau central de la tarification fait déjà un peu ça aujourd'hui. C'est des choses qu'on peut accroître. Il y a aussi un troisième modèle, celui des banques assureurs. Ce sont des acteurs comme la BNP Paribas Cardiff, le Crédit Agricole Assurance ou la Société Générale Assurance. Ils combinent des activités de banque, d'assurance et d'épargne. Elles peuvent encore financer ou placer l'épargne de leurs clients dans les entreprises développant des nouveaux projets pétroliers ou gaziers. Avec Reclaim Finance, on demande notamment aux grands assureurs et réassureurs de prendre des engagements très forts afin de ne plus soutenir le développement des énergies fossiles, que ce soit dans leurs activités d'assurance ou d'investissement, mais surtout en priorité dans leurs activités d'assurance. Pourquoi c'est important ? Un projet d'énergie fossile ne peut pas voir le jour sans contrat d'assurance. On parle très souvent de projets qui se valorisent en milliards d'euros. Ces projets-là vont avoir besoin de contrats d'assurance pour assurer les risques liés à la construction de ces projets. Et donc, on va voir souvent sur les contrats d'assurance un groupe d'une dizaine, d'une vingtaine d'assureurs et de réassureurs différents qui vont fournir la capacité d'assurance à ce projet. Et donc, en obtenant des engagements des assureurs, d'un assureur, deux assureurs, d'une dizaine, une vingtaine d'assureurs à ne plus assurer des nouveaux projets de charbon, des nouveaux champs de pétrole et de gaz, on va rendre plus difficile la capacité des entreprises à trouver cette capacité d'assurance sur les marchés pour développer leurs projets. Ces recommandations qu'émet Reclaim Finance aux assureurs et aux grands réassureurs sont tirées de grands scénarios
de l'Agence internationale de l'énergie qui, en 2021, a sorti pour la première fois son scénario de neutralité carbone à 2050 pour le secteur de l'énergie, qui nous indiquait que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il était important de ne pas développer de nouvelles mines de charbon, de nouvelles centrales de charbon et de nouveaux champs de pétrole et de gaz. Et donc nous, chez Reclaim Finance, on a adapté ce scénario en recommandation à destination du secteur financier. Et donc pour les assureurs, dont la plupart sont engagés à viser la neutralité carbone en 2050 dans leurs activités d'assurance et d'investissement, ou également engagés à contribuer directement aux objectifs de l'accord de Paris, on demande à ces assureurs-là de prendre des engagements vis-à-vis de l'expansion fossile qui soient cohérents. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que malheureusement, la plupart de ces assureurs, malgré cet engagement sur le papier d'être neutre en carbone en 2050 ou de contribuer aux objectifs de l'accord de Paris, continuent à soutenir massivement le développement de nouveaux projets d'énergie fossile, notamment de pétrole et de gaz, à travers leurs activités d'assurance et d'investissement. Alors on voit encore ces grands assureurs continuent d'alimenter le problème en assurant des nouveaux projets fossiles ou en investissant les primes d'assurance qu'ils collectent dans les champions de l'expansion pétrolière et gazière. En réalité, ce n'est pas une fatalité et on voit quand même des progrès de la part de certains assureurs. Rien qu'en France, on a plusieurs assureurs vie français, donc c'est plutôt dans leurs activités d'investissement, qui ont stoppé leurs nouveaux investissements dans des entreprises qui développent des nouveaux champs de pétrole et de gaz ou notamment des nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié. Je peux citer notamment le cas d'entreprises comme Total. Aujourd'hui, une entreprise comme Total, une entreprise comme Exxon, comme Shell, comme BP, ces grandes compagnies pétrolières et gazières, se retrouvent exclues de l'univers d'investissement de certains assureurs vie qui refusent de placer l'épargne de leurs clients dans ces entreprises, puisque justement ces entreprises ne sont pas considérées comme vertueuses par ces assureurs à vie, ne sont pas considérées comme des entreprises en transition, contribuant à la transition vers un monde neutre en carbone en 2050, un monde qui nous donne les meilleures chances de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius d'ici à 2100. Et ce seuil de 1,5 degré Celsius à 2100, ce n'est pas juste un chiffre, c'est une barre qui nous permettra d'éviter les pires conséquences du dérèglement climatique. CatNat peut être une solution, en effet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement vient de rehausser, dans la dernière loi de finances, la surprime qui est passée d'un coup de 12 à 20%. Ce qui veut dire que c'est pour reconstituer des réserves. Parce qu'on voit que, comme la sinistralité, le coût des sinistres climatiques a augmenté au cours des dernières années, eh bien, les réserves du régime CatNat, pour faire simple, un peu schématique, ont fondu. Et donc, à un moment, il n'y a plus assez d'argent et on n'est pas prêt pour de futures catastrophes. Donc là, il y a un premier rehaussement. Mais ça coûte à tout le monde. Ça coûte à tout le monde. C'est quand même une sorte d'impôt indirect que chacun paye pour qu'on bénéficie d'un régime de solidarité nationale. Donc ça, je pense que c'est bien. Je pense qu'il faut aussi tout faire aujourd'hui pour préserver ce régime-là et continuer de bénéficier de cette solidarité nationale face aux catastrophes climatiques. La question, c'est est-ce que ça va suffire ? Est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir aller beaucoup plus loin dans l'invention de nouveaux modèles ? Il y a le fonds Barnier qui peut jouer davantage de rôle de prévention, etc., qui peut aussi être mieux doté, qui peut mieux indemniser, mieux préparer les reconstructions. Il y a tout un effort ensuite à faire au niveau, bien sûr, de la population qu'on commence à faire avec le PNAC 3, ce qu'on appelle le PNAC 3, le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique. Alors c'est très bien, il y a de belles mesures là-dedans. Il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas un euro de financement associé au PNAC 3. Donc, et qu'on le veuille ou non, à un moment, relocaliser des populations, déplacer des populations pour faire face au recul du trait de côte, prendre les actions préventives pour éviter des risques incendies, des risques sécheresse, etc. Tout ça, faut des moyens. Donc l'État, au même titre qu'il commence à peine à investir au titre de la lutte contre le changement climatique, eh bien, il doit investir aussi très massivement au titre de l'adaptation au changement climatique. Et vraiment, là, on a une difficulté, c'est que ce dont on parle, que ça soit au niveau atténuation ou au niveau adaptation, c'est des sommes qui se comptent en dizaines, voire peut-être même en centaines de milliards d'euros. Et là, on n'a pas les modèles de financement. Parce que tout ça,
ne pourra pas reposer uniquement sur l'impôt ou sur la hausse des primes d'assurance. C'est pas possible. Et donc, moi, je plaide, avec l'Institut Rousseau, on a fait plusieurs études sur ce sujet, pour dire qu'à un moment, il va falloir inventer d'autres modes de financement. Parce qu'en plus, tout ça doit être financé, mais ce n'est pas rentable. C'est pas des choses qui, quand vous relocalisez une maison pour pas qu'elle soit détruite par la montée de la mer, il n'y a rien de rentable là-dedans. Vous ne pouvez pas espérer un retour sur investissement. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que des assurances privées soumises à des contraintes de rentabilité plus ou moins fortes en fonction de leur modèle puissent venir faire ça. Elles n'ont pas d'intérêt financier à le faire. Et donc, il faudra que l'État prenne ses responsabilités, sauf que là, on retombe sur tous les discours sur l'État qui est trop endetté, etc. Et donc, on voit mal comment aujourd'hui l'État se prépare à ça. Et d'ailleurs, il ne s'y prépare pas, puisqu'il n'y a aucun moyen associé au plan national d'adaptation au changement climatique, d'où l'urgence d'inventer de nouveaux modèles. D'un côté, des millions d'assurés risquent de perdre leur couverture à mesure que les catastrophes se multiplient. De l'autre, les plus aisés deviennent actionnaires de ces mêmes compagnies et captent une partie importante des bénéfices, alors que ces entreprises continuent de financer les énergies fossiles, aggravant encore la crise climatique. Un système incohérent qui renforce les inégalités et fragilise notre capacité collective à affronter le monde qui vient. Il existe pourtant un autre modèle, le modèle mutualiste. Des assureurs qui n'ont pas d'actionnaires à rémunérer et dont la logique n'est pas la rentabilité financière, mais la solidarité entre assurés. Un modèle plus protecteur, mais qui reste lui aussi sous pression face à l'augmentation des catastrophes naturelles. Pendant ce temps, l'État tarde à investir. Les plans existent, mais manquent de moyens, et les solutions arrivent trop lentement. On parle d'un sujet pas simple, mais qui va tous nous toucher tôt ou tard. Et on ferait mieux de s'y attaquer maintenant, avant de connaître ce que vivent les États-Unis. Cette Californienne est loin d'être la seule à habiter dans une maison non assurée et menacée par les flammes. Il serait même des dizaines de milliers aux États-Unis et de plus en plus à Los Angeles, une nouvelle fois ravagée par des incendies. Ce que ça signifie, c'est que si leur maison est détruite, comme dans ce quartier, ils ne recevront aucune aide financière pour la reconstruire ou en acheter une autre. Blast est un média indépendant qui dépend de vos dons. Si vous le pouvez, rendez-vous sur blast-info.fr pour nous soutenir. Et moi, je vous dis à très vite sur le terrain.